Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Bonjour. Je me présente, mon nom est Geneviève Arbeck, je suis la directrice des opérations au Pôle Sport HSC Montréal. Ça me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe du Pôle pour une rencontre qui s'annonce franchement bien intéressante. À la suite de la publication du rapport préliminaire de la Commission sur l'avenir du sport du Canada, on se réunit aujourd'hui pour réfléchir ensemble à une question centrale. Quel avenir pour le sport au Canada? De toute évidence, c'est un sujet qui vous interpelle en grand nombre. On est plus de 300, en fait, réunis en ce moment, que ce soit ici en personne à HSC Montréal ou en ligne. Donc, merci d'être venus en si grand nombre. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement ceux qui rendent possible cette rencontre, nos précieux partenaires, le ministère de l'Éducation du Québec, Sport Québec, TACT. Donc, on vous remercie de l'engagement soutenu qui contribue à faire avancer le sport de manière responsable, cohérente et durable. Au Pôle Sport HSC Montréal, notre mission est justement de créer des ponts entre la recherche et le terrain, entre l'innovation et la pratique, entre les défis actuels et les solutions de demain. Nous souhaitons offrir un espace où l'on peut discuter franchement, collaborer intelligemment et surtout bâtir ensemble une vision renouvelée pour le sport. Avant d'aller plus loin dans notre réflexion, j'aimerais maintenant vous présenter les personnes qui vont vous accompagner tout au long de cette rencontre. Ils sont assis première rangée ici en avant. Premièrement, ancienne ministre des Sports du Canada, Mme Pascale Saint-Onge a joué un rôle déterminant dans certains des dossiers les plus marquants de l'écosystème sportif canadien, notamment lors des scandales ayant touché Hockey Canada et Soccer Canada. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement envers un système sportif plus sain et éthique en siégeant sur le comité stratégique du Pôle Sport HSC Montréal. On est très content de vous avoir avec nous. Elle contribue donc encore activement à orienter les grandes priorités en matière de professionnalisation et de développement des milieux sportifs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ensuite de ça, professeur en droit à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire sur le sport responsable, M. David Pavot est l'un des experts canadiens reconnus en droit international du sport. Ses travaux portent notamment sur la gouvernance, l'éthique, les droits humains et la lutte antidopage. Auteur prolifique, il met également son expertise au service de nombreux milieux de pratique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et finalement, notre animateur pour ce panel, professeur titulaire à HSC Montréal, Éric Brunel, met depuis plus de 25 ans son expertise en leadership au service du milieu organisationnel. Il est également, et j'ose dire, et surtout, à la genèse de l'écosystème sport à HSC Montréal. Il est responsable pédagogique des programmes en management du sport et il a fondé il y a 6 ans le pôle sport HSC Montréal qui contribue activement au développement et à la professionnalisation d'un écosystème sportif innovant et durable. Merci. Je vous cède maintenant la parole. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Bonjour tout le monde. Je vois des beaux sourires, des visages des gens que je connais, mais des nouveaux visages également. Ça me rend très heureux de vous accueillir chez nous, finalement, à HEC. Et tous ceux qui sont en ligne, malheureusement, je n'ai pas d'écran, je ne vous vois pas, mais je vous fais des thumbs up. La caméra est là. Très content également que vous vous branchiez pour entendre ce qu'on a envie de jaser avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Des fois, il y a des opportunités, il faut les saisir. Pascal s'est jointe à l'équipe du pôle encore en mode d'exploration, mais de toute évidence, il y a des atomes crochus et ensemble, on aimerait faire des choses le fun, positives pour aider le milieu. Je pense qu'on a ça dans notre ADN. Et David, les profs, on appelle ça une année sabbatique. Je n'ai jamais travaillé autant que durant mes années sabbatiques. Je présume que c'est la même chose, David. Mais il vient faire son séjour chez nous à HEC. On s'est dit, quelle opportunité, il faut profiter de ce moment-là pour avoir une discussion sur un des sujets qui, Geneviève disait que ça fait 6 ans qu'on a fondé le pôle sport. Je vous dirais que ça fait 10 ans que j'en entends parler, tout autour du système sportif canadien, québécois. Ce que j'entends dire depuis qu'on a commencé à faire nos travaux, un système qui est malade, désorganisé, inefficace, inefficient, qui date d'une autre époque. C'est vrai qu'au Québec, surtout, là, ça date des Jeux olympiques principalement, puis on a construit là-dessus. J'ai plein de gens qui aimeraient qu'on fasse un temps d'arrêt, une pause pour réfléchir à l'avenir. On me parle de réforme, on me parle de... On ne sait peut-être pas nécessairement quoi faire exactement encore aujourd'hui, mais il semble avoir... Le fruit est mûr pour avoir
une réflexion qui va mener à certaines actions. Et je trouvais ça pertinent avec l'opportunité de pouvoir avoir cette discussion-là avec des gens qui, je pense, qui vont pouvoir nous inspirer. L'objectif aujourd'hui, j'espère pas trop nous apeurer. Puis pour en ajouter une couche avec le timing, on a eu droit au rapport préliminaire. J'insiste, le préliminaire, donc c'est pas final, mais il reste quand même, c'est un pavé de quoi, 420 quelques pages, dans lesquels l'état des lieux, là, ça va pas bien, le sport. La commissaire Charbonneau nous dit, j'ai dit comment? Charbonneau. J'ai dit dysphasique, fait que ça se fout, mon cerveau dit d'autres choses. Merci de me corriger. Fait que c'est quoi j'ai dit? J'ai dit Charbonneau, c'est une autre commission percutante au Québec, mais Mais dans le rapport, ce qu'on entend, là, c'est carrément un rapport coup de poing, là, c'est un knock-out, là. Le sport est en crise, un système brisé, un milieu toxique. Je pourrais continuer, là, mais à peu près tous les qualificatifs sont là. C'est pas la joie, là, disons-le. Là, puis non seulement c'est pas la joie, mais en plus, il y a des lueurs d'espoir et des recommandations, mais quand on les lit, ça reste quand même où ben, c'est le rapport préliminaire, c'est juste normal, mais il y a de quoi avoir le vertige. Je trouvais ça le fun de pouvoir avoir une discussion comme ça avec vous aujourd'hui, mais d'après vous, là, pourquoi ça va si mal que ça? C'est quoi l'affaire, là? ça, c'est une grosse question. Pourquoi ça va si mal que ça? Je pense que, en fait, le milieu du sport, c'est un milieu qui s'est bâti de toutes sortes de façons, pas nécessairement structuré au fil du temps, qui est dans un paquet de juridictions partagées. Donc, avec des niveaux d'imputabilité qui sont pas clairs. Euh, Aussi, qui a été bâti avec souvent du jus de bras de bénévoles. Et c'est pour ça que je trouve que qu'est-ce que le HEC fait, entre autres, c'est super important d'aider à former les coachs, à former les gestionnaires, parce que ça a été, c'est ça, mené à bout de bras par un paquet de bénévoles bien souvent, qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour entretenir, disons, des règles de gouvernance qui sont exemplaires, des pratiques qui dépassent la technique, qui sont aussi exemplaires avec les athlètes, etc., etc. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de... Et en plus, il n'y a pas beaucoup de structures pour superviser ou pour encadrer le monde du sport. Tu sais, contrairement au monde du travail, par exemple, où tu as des tribunaux administratifs, où tu as parfois des ombudsman, tu as toutes sortes de choses qui sont mises en place dans l'univers du travail ou dans l'univers scolaire ou le système de santé. Il n'y a pas vraiment ça du côté du sport qui est hyper fragmenté, qui relève autant parfois de l'éducation que du municipal, que du fédéral, que du provincial. Et beaucoup d'emphase a été mise sur les élites, ce qui est correct. Par exemple, le programme À nous le podium. C'est ça, exactement. Ce qui est correct parce que les pays et les populations en général aiment se rassembler en arrière des succès auxquels on peut s'identifier, etc., etc. Fait que c'est pas nécessairement négatif, mais la base a été souvent oubliée. Bref, Il y a un côté pervers à ce mode de financement-là sur l'élite. Oui, puis aussi, il faut se le dire, là, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation du financement depuis les époques que tu as mentionnées tantôt, les Jeux olympiques, et au fil du temps. Donc, les moyens ne suivent pas, la population augmente, les infrastructures sont désuètes, l'accessibilité n'est pas très bonne. Fait que, tu sais, je fais juste énumérer un paquet d'enjeux, mais il y a plein de choses qui expliquent Et ça repose sur beaucoup de bénévolat. Bénévolat veut dire peut-être de l'engagement, mais pas nécessairement un synonyme de compétence. Exact. Fait qu'on peut comprendre qu'on est dû pour quelque chose, là. Absolument. Je pense qu'il faut. Mais il n'y aura pas de réponse facile, on y viendra, là, mais. David? Oui, ben, je rejoins ce qui a été dit par Pascal. Puis bonjour à toutes et à tous d'abord. Puis merci pour cette belle invitation. Si on revient aux racines, hein, vous le savez tous, mais la construction du sport, c'est une construction qui est en dehors du giron de l'État, en dehors du giron des gouvernements. Et pendant des années, ça a très bien fonctionné partout dans le monde, hein, même au niveau international. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on a un rattrapage de par les demandes de la société, des citoyens, de par aussi l'émergence d'une certaine volonté d'imputabilité du monde du sport. On dit souvent que le sport est un reflet de la société. Donc finalement, ce qu'elle a de meilleur et ce qu'elle a de pire. Et aujourd'hui, il y a bien des affaires au niveau du sport canadien et québécois qui ont mis de l'avant certains aspects horribles de la société. Mais aussi, il ne faut pas se tromper, oui, le sport est malade par certains aspects, mais il y a d'autres aspects où notre système sportif va bien. On en parlera aussi. Et je pense que, il y a des choses sur lesquelles on est très en avance. Il y a Comme des quoi, choses sur par exemple, David, de toi, la ben, porte. moi, je donnerai deux exemples. Le programme canadien antidopage, bon, après, on peut discuter du bien fondé, mais ça fonctionne, ça percole, parce qu'on a un programme national autour desquels les fédérations provinciales et les fédérations nationales se sont entendues pour avoir un programme. Alors, après, on peut discuter
de plein de choses en ce qui concerne la lutte antidopage, mais au moins ça fonctionne et il n'y Puis a en pas plus, de, puis en de plus, chicane David, de compétences. en plus, ça a permis au Canada de se positionner sur l'échelle mondiale. Tout à On fait. est devenu une référence en la matière. Ouais, on accueille quand même le bureau principal de l'Agence mondiale antidopage, Mhm. on l'oublie souvent. On a un des laboratoires antidopage les plus Mhm. efficients au monde qui est ici à Laval, hein. Donc on a tout un écosystème. Euh, mais ce qui fonctionne bien aussi, je vois que Francis est là, donc je vais le dire tout de suite, hein, c'est le Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Je pense qu'on peut être fier de ce qui est fait, qui fonctionne à budget constant depuis pas mal de temps aussi. Ça ferait du bien qu'on vous donne un petit peu plus de sous, Mhm. mais ça fait partie des choses qui fonctionnent bien. Euh, c'est des bons coups, en fait. C'est des Je bons. trouve ça intéressant, David, parce que tu parles, il faudrait leur donner un peu plus de sous. Je pense que c'est unanime, là. On le sait que le sport est sous-financé, puis c'est probablement là une des raisons pour lesquelles on a autant de défis à relever. Pourtant, tout le monde reconnaît que le sport, c'est un vecteur pour avoir une population en santé, c'est un vecteur de transformation sociale. Politiquement, ça rassemble des foules, comme tu l'évoquais. On dirait qu'il n'y a que des belles vertus et on- on dirait que les gouvernements, les politiciens ont peur de mettre de l'argent dans le sport. Comment vous expliquez ça, qu'on sous-finance le sport? Peut-être, Pascal, vu que tu as déjà été de l'autre côté de la clôture, là. Oui, ben c'est pas par manque d'intérêt ou par manque d'amour pour le sport ou les athlètes. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de partage des juridictions qui complique énormément la chose. Tu sais, quand j'étais ministre fédérale, ma juridiction puis mon travail visait d'abord et avant tout les équipes nationales qui nous représentent autant dans les compétitions nationales au pays que à l'international. Et donc, et après ça, ben, quand on parle du sport plus amateurs ou avec les provinces, les municipalités, le système scolaire, etc., etc., il y a beaucoup de chasse gardée aussi où c'est très difficile comme gouvernement fédéral de pouvoir intervenir sur tous les niveaux du monde du sport tel qu'il est structuré actuellement. Donc, ça, c'est un enjeu. Je dirais que l'autre chose, évidemment, tu sais, tout le monde connaît la situation budgétaire du pays, donc il y a des choix qui sont faits. Et l'autre chose que je dirais, peut-être qui, tu sais, moi, quand je suis arrivée en poste en 2021, je commençais mon travail comme députée et comme ministre en même temps. Et je voyais vraiment mon rôle comme ministre du Sport comme un peu un ministère bonbon où c'est juste des bonnes nouvelles, on célèbre les talents, on va aux Olympiques, c'est le fun. Puis il y a le scandale Hockey Canada. Hockey Canada, puis ensuite les langues se délient. Et là, il y a toutes sortes d'histoires absolument horribles qui sont racontées par des athlètes ultra courageux, pas juste des athlètes, des gens du public aussi, puis ultra courageux qui nous racontent leur expérience dans le monde sportif qui les a brisés comme humains. Euh, et là, à un moment donné, c'est plus juste de financer le sport, c'est d'essayer de protéger les athlètes, de protéger le public, de protéger les entraîneurs, protéger tout le monde dans le système sportif. Et là, on fait un constat, puis Lise Maisonneuve, dans son rapport intérimaire, a fait un constat qui est juste par rapport à la fragmentation du système sportif. Puis vous autres aussi au HEC, vous avez travaillé là-dessus. C'est impossible de vraiment tracer les contours de tout le système sportif au pays. Et donc, je pense que l'étape à laquelle on est rendu, c'est pas juste de rajouter du cash, Mm. ça va être aussi de réfléchir globalement pour transformer le monde du sport, puis en faire un milieu qui est plus exemplaire en termes de pratiques de gouvernance, en termes de structure, en termes de redistribution de l'argent, en termes aussi de mécanismes de surveillance et pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Donc, il y a énormément de travail à faire. On n'est plus à l'étape de juste dire ça prend de l'argent. Ça va prendre une concertation puis une volonté du milieu de s'organiser pour avoir des propositions qui vont faire du sens pour que ça justifie de mettre de l'argent. Fait que c'est pas tout de mettre de l'argent. Il y a quelque chose de plus profond, là. Je serais curieux, Pascal, pendant que tu es là, je vais en profiter, là. Ministre du Sport autour de la table des ministres, en train d'essayer de négocier plus de budget pour le sport. Il me semble, comment ça se passe? Il me semble il doit y avoir le ministre de la Défense, le ministre des Finances. Ils doivent te regarder de haut, non? Ben oui et non, dans le sens où à peu près tout le monde autour de la table adore le sport. OK. Et donc, quand il était le temps, par exemple, de décider de soutenir la Coupe mondiale de soccer, la FIFA, il y avait beaucoup d'enthousiasme autour de la table pour soutenir un événement comme celui-là. Donc, c'est pas... mais en même temps, il y a des défis, et surtout, on peut penser, puis, tu sais, je pense à mes collègues là, qui sont au cabinet en ce moment avec ce qui se passe avec les États-Unis. C'est sûr que c'était peut-être pas la priorité du budget 2025. Et c'est malheureux, mais c'est compréhensible quand on pense à l'échelle fédérale puis à toutes les priorités qu'il doit gérer.
Mais je pense vraiment qu'il y a un rendez-vous qui attend le gouvernement fédéral, et c'est celui du rapport final de la juge Lise Maisonneuve. Et là, il va y avoir du travail à faire à partir des recommandations qui seront formulées, mais aussi des rendez-vous à se donner avec les autres ministres des provinces et des territoires, avec les fédérations sportives, avec les fédérations elles-mêmes, avec leurs membres, pour que véritablement tout soit sur la table. Parce que je ne pense pas qu'on va réussir à réformer comme c'est le souhait de plusieurs si chacun protège sa chasse gardée, protège son petit royaume et sa façon de faire. Et ça risque d'être difficile pour. Ça va être difficile pour tout le monde mais en même temps, si on s'entend tout le monde sur un constat, comme quoi le système est brisé, comme quoi il y a des gens qui sortent du système sportif brisé, comme quoi il faut le transformer, il faut le changer. Si tout le monde s'entend sur ce constat-là, déjà, je pense que ça nous permettra de discuter de solutions et de regarder vers l'avenir. Mais on a réussi à le faire, tu l'as dit, avec le dopage suite au scandale de Ben Johnson. Je pense que c'est des scandales relativement similaires qu'on entend avec Hockey Canada, avec d'autres, d'un point de vue de scandaleux. Qu'est-ce qui est inacceptable? Et donc, il faut saisir ce momentum-là. Là, on a un momentum, c'est ce que j'entends. Là. Exact. Oui. Mais en matière de financement, il y a peut-être pour donner des chiffres pour que les gens comprennent, hein. Premièrement, il y a l'arbre qui cache la forêt, c'est nos grandes ligues privées nord-américaines, hein. Quand Ouais. on regarde le baseball, le basket, le hockey, ça va bien. C'est La des NFL, équipes, c'est incroyable. Là. quand on regarde la valeur du Canadien de Montréal, par exemple, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais des petits éléments peut-être. Le Canada investit moins que les autres États comparables, hein, Australie, Royaume-Uni. Sport Royaume-Uni, depuis 2012, a un budget constamment en croissance tous les ans, alors que le Canada, c'est stagnant. Donc, rien quand on voit l'augmentation du coût de la vie, ben, on ne peut pas faire de miracle. 70 à 90% des fédérations sportives à l'échelon national dépendent du financement public. Sans financement public, elles n'existeraient plus. Euh, sur 100 dollars investis de fonds publics, que ce soit au fédéral, au provincial ou au municipal, il y a seulement 7 dollars qui vont à la participation de masse. Et 7 pourtant, dollars. c'est la majorité Et des pourtant, gens. c'est la majorité des gens. Donc, on impose aux fédérations des éléments sur le sport sécuritaire et on peut tous s'en féliciter, mais ça a un coût qui est très très difficile à assumer pour les fédérations sportives et le système. Quand on n'augmente pas le financement, fonctionne à coût constant, mais on vous demande de faire davantage. David, je serais curieux parce que je sais que tu connais ça, mais ailleurs, le fameux 7% que tu viens de nommer là, sur le financement. En Allemagne, c'est 67%. OK, c'est le contraire. C'est le là. contraire. En fait, sur 100 dollars en Allemagne, il y a 67 dollars qui vont à la participation, qui va à la base. Donc, ça démontre qu'il y a des gains d'opération à faire, qu'il y a de l'argent qui ne va pas au bon endroit. Quand on écoute nos équipes nationales qui n'ont pas assez de budget pour aller dans des camps d'entraînement, quand on lit la presse, qu'on apprend qu'un sportif en ski alpin, il doit payer 30 000 dollars pour boucler sa saison de sa poche, mais je suis désolé, c'est pas normal. Donc, on a un problème tant sur le financement global que sur le financement de l'élite. Puis, c'est une question de volonté aussi. Alors, j'entends bien qu'il y a des arbitrages à faire, mais le sport, c'est un moyen diplomatique. On pourra y revenir, hein. C'est sous l'égide de Patrimoine Canada, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est les valeurs canadiennes qu'on veut projeter, mais c'est aussi et philosophiquement un moyen de maintenir sa population en santé. Et tant et autant qu'on n'aura pas cette conception et qu'on ne s'entendra pas là-dessus du plus haut palier de gouvernement au plus bas de palier de gouvernement, ben, on fera que du bricolage. Je trouve ça intéressant, David, ce que tu soulèves, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que le sport, ça serait un beau pari pour les politiciens. La moitié, selon le rapport, la moitié des Canadiens seraient des consommateurs, entre guillemets, de sport organisé. On ne parle pas de la pratique libre, on parle vraiment du sport organisé. Les gens aiment le sport, aiment le regarder, on le voit aux Olympiques, on le voit. On dirait aussi que c'est un levier de mobilisation, de transformation. C'est difficile de comprendre pourquoi les politiciens, on dirait qu'ils n'osent pas. On dirait qu'il y a un coût financier, mais on dirait moi, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un coût politique à vouloir embrasser cette cause-là. Je serais curieux de vous entendre là-dessus parce qu'il me semble, en tout cas, nous, on est pas mal tous dans le sport, on dit, voyons, c'est évident, là, go, allez-y. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Avez-vous une réflexion là-dessus? Pourquoi les politiciens n'oseraient pas, parce que de toute évidence, si on veut transformer des choses, ça va prendre une volonté politique. Mais je le dis souvent, mais
Je pense qu'on n'a pas encore connu des crises assez importantes pour réagir. On s'en est déjà parlé, mais je dis toujours il va falloir un jour qu'il y ait un enfant qui se suicide ou plusieurs enfants qui se suicident pour qu'on se mette à réagir. Puis ma perspective, puis je suis pas impliqué en politique, donc, mais c'est que le gain politique est pas assez fort en fait pour faire du sport une priorité. Et quand, comme le disait très bien Pascal à l'instant, quand on parle du méchant voisin au sud qui est à la Maison Blanche, bien pour les Canadiens, je pense que c'est plus une priorité de gérer le pouvoir d'achat, de gérer ces questions toutes simples plutôt que de gérer le sport. Mais le sport, c'est aussi une question de pouvoir d'achat parce qu'il y a des barrières structurelles à la participation au sport au Canada. Ça coûte bien plus cher, ça coûte bien plus cher que dans des pays comparables de l'OCDE de pratiquer du sport. Et ça, c'est pas normal. Quand ça coûte plusieurs milliers de dollars pour pratiquer du soccer ou plusieurs centaines de dollars alors que c'est des terrains municipaux et juste un ballon et des parents bénévoles qui coachent, il y a des problèmes structurels qui sont majeurs dans le sport. Et ça, effectivement, on pourrait faire quelque chose. Et si tu permets, Eric, Oui, oui. ma perspective de politicienne, c'est que je pense qu'il n'y a pas un leadership clair non plus au niveau du sport. Dans le sens où il y a plusieurs différents ministres qui touchent au sport. Mais il n'y a pas un ministère. Il n'y a pas un ministère. Et ben, tu sais, il y a Sport Canada au niveau de patrimoine, mais quand tu regardes à travers les provinces, puis là, je sais qu'on parle beaucoup du Québec, mais quand tu es au Canada, il y a 13 provinces et territoires. Des fois, il n'y a pas de ministre du sport. C'est le ministre du tourisme, du développement économique et de je ne sais trop qui s'occupe aussi du sport. Et donc, il y a ce manque de leadership-là et de clarté sur c'est qui prend la pôle décision, c'est qui prend le leadership pour réformer tout un système qui repose sur un paquet de différents paliers. C'est juste les infrastructures sportives. Le gouvernement fédéral ne peut pas, au Québec, ne peut pas investir directement dans les municipalités pour bâtir des infrastructures sportives. Il y a ce qu'on appelle un M30 qui fait en sorte que ça te prend l'autorisation du gouvernement du Québec pour pouvoir investir dans des infrastructures. Je dis pas, puis là, je ne me prononcerai pas sur si c'est correct ou c'est pas correct. C'est juste la réalité des choses qui fait en sorte que c'est pour démontrer comment c'est compliqué. Le gouvernement fédéral ne peut pas à lui seul viser ce que Éric parle, d'aller vers la masse puis de s'assurer que tout le monde peut pratiquer activement du sport. Parce que parfois, ça relève du ministre de l'Éducation. Parfois, ça relève du ministre de la Santé dans certaines provinces. Parfois, ça relève, au niveau fédéral, ça relève de patrimoine. Donc, il y a beaucoup de ministères qui investissent dans le sport de différentes façons, parfois par l'Éducation. En santé, des fois, il y a des programmes en prévention. Donc, c'est compliqué. Et ça va être ça le gros défi avec le rapport de Mme Maisonneuve, la juge Maisonneuve. Ça va être de créer ce leadership-là et cette volonté-là de regarder au-delà des juridictions pour le bien-être des enfants, pour le bien-être de la population générale. Il y avait un rapport aujourd'hui de participation qui est sorti qui dit qu'à peine 32 de la population aujourd'hui marche selon les recommandations. Je veux dire, c'est une baisse drastique pré-COVID, après-COVID. Donc, la population, elle est moins en santé aujourd'hui. Et malheureusement, le sport n'est pas vu. Puis la façon de pratiquer la santé non plus au Québec et au Canada, c'est pas sur la prévention, c'est sur la curation. Et ça entraîne des coûts immenses pour le système de santé qui pourraient être réinvestis dans le sport. Ben oui, ça, c'est Donc, déjà une piste, là. ben, c'est ça. On vient de trouver l'argent, là. Non? Fait que c'est ça, la perspective de politicienne, je dis qu'il y a de gros obstacles pour qu'il y ait un leadership assumé d'un endroit ou d'un autre, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on mette de côté ces choses-là. Et je vous le dis, c'est un défi qui n'est pas facile. Et je me suis régulièrement frottée à ce défi-là avec mes collègues homologues des provinces et des territoires. Je ne parle pas ici du Québec ou d'Isabelle parce qu'elle a fait un travail incroyable sur le sport pour le Québec, notamment au niveau des cas d'abus puis la protection des athlètes. Mais juste de convaincre les autres provinces d'introduire des mécanismes de surveillance, d'enquête capables de faire des sanctions, j'y suis pas arrivée. Puis pourtant, c'était en plein scandale où on entendait des enfants pas des enfants qui sont rendus aujourd'hui parfois un petit peu plus vieux, mais qui racontaient les abus qu'ils ont subis, par exemple, en gymnastique, en nage synchronisé, pas au niveau national, au niveau provincial, ou au niveau plus bas. Donc, et eux autres, ils étaient bien contents que la chaleur soit sur moi, sur le fédéral, sur ces histoires-là. Mais à un moment donné, il va falloir que la pression vienne du milieu. De là, l'importance du travail des gens qui travaillent en recherche, comme vous autres, de ce que le HEC fait, mais il va falloir une concertation pan-canadienne pour y arriver. C'est un peu ce que fait la commissaire actuellement.
Exact. Exactement. Au sommet, il y avait quand même parce que le rapport, à la suite du rapport, il y a eu un sommet national sur le sport qui a duré une semaine. Tout le monde était d'accord autour de la table. Mhm. Donc ça, c'est quand même chouette. C'est quand même chouette de se dire que le Donc, il y a une monde du espèce de sport, consensus, il y on a est une tous sorte de d'accord. consensus. Après, sur les voies de sortie à voir, mais il y avait un consensus de plusieurs centaines de personnes qui étaient là et qui reconnaissaient ce besoin. Et ça, c'est quand même à signaler. On ne pourra plus dire j'étais pas d'accord ou je n'y étais pas. Mhm. Ça, c'est un premier point. Puis, moi, quand je t'entendais, Pascal, tu sais, on dirait la maison des fous dans Astérix, là, le formulaire A36. Puis quand on sait quand il y a ce genre de situation-là, ça ouvre la porte à toutes sortes d'abus. Parce que la complexité va permettre des vices de gouvernance. On le voit, là, c'est quoi? Je te vois réagir, David. Le paradis des conflits d'intérêts. C'est le paradis, mais j'ai pris des petits chiffres. Alors, je suis allé voir je je citerai pas les personnes ni les fédérations, mais euh, je suis allé voir un petit peu la composition des conseils d'administration des fédérations sportives. Une fédération, la personne a quitté l'an passé 27 ans sur le conseil d'administration. 27 ans. 27 ans. Il y a d'autres personnes qui sont en place depuis 17 ans, aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu. Ben, il faut de la rotation, la place est bonne, hein, c'est sûr. Quand on est dans une fédération nationale, puis excusez-moi s'il y a des gens qui sont là, mais ça prend du travail, mais il y a aussi des gens qui sont là. Quand on voit ce qui s'est passé avec Soccer Canada et le scandale des commandites de Soccer Canada, que l'ancien président de Soccer Canada est aujourd'hui président de la CONCACAF, ça soulève certaines interrogations. Il a quand même contribué à vendre à vil prix le droit les commandites de Soccer Canada à une entité privée. Et aujourd'hui, ben, il a été promu et il gagne plusieurs millions de dollars par année au sein de la CONCACAF. Donc, en tant que chercheur, voyant ça de l'extérieur, on peut quand même se questionner, s'interroger. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts avérés? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des apparences de conflits d'intérêts? Il y en a. Est-ce qu'il y a un besoin de rotation? Est-ce qu'il y a un besoin de nouvelles voies? C'est certain. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester 27 ans sur un CA. C'est pas sain. C'est pas sain en termes de rotation. C'est pas sain pour amener de nouvelles idées. Puis, donc, oui, c'est le royaume du conflit d'intérêts, tant au niveau national qu'au au niveau international. Il faut quand même saluer qu'on a tenté d'adopter un code de gouvernance quand tu étais ministre. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il y a des choses qui sont bien faites. Puis, pour moi, en tout cas, de manière générale, le trou dans la raquette, c'est la place des athlètes. Les fédé- Et je le dis parfois un peu à la blague, mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines fédérations sportives qui pourraient exister sans athlètes encore aujourd'hui, malheureusement. On a un bon exemple au Comité olympique canadien où on a su monter un comité des athlètes actifs qui sont représentés et qui ont une légitimité. Sur bien des fédérations au Canada ou au Québec, on va attraper un athlète qu'on connaît, souvent un ancien athlète récent. On va lui dire, viens donc sur le CA compléter parce qu'on a besoin d'un représentant des athlètes. Quand il va lever la main, on va lui dire quel est ton mandat. Ça va être le fatigant ou la fatigante de service parce qu'il ne va pas être d'accord. Puis cette ancienne athlète ou cet athlète-là, ben, il n'a pas le temps de siéger sur tous les comités de la fédération. Alors que les standards mondiaux aujourd'hui, c'est commission des athlètes élus. Puis c'est pas vrai que les athlètes, ils veulent pas faire ça. C'est pas vrai. Excusez-moi, c'est pas vrai. Et sur chaque sous-comité de la fédération, un représentant des athlètes. Comme ça, après, quand on leur dit il n'y a pas assez d'argent, ben, ils peuvent le voir, ils peuvent le comprendre, on peut trouver des solutions avec eux. Puis aussi, quand ils ont des vraies questions à faire remonter, des questions légitimes, c'est discuter, c'est adresser, et on leur dit plus jamais, mais toi, tu représentes qui es-tu? Tu es la personne qu'on a ajoutée sur le CA. Et aujourd'hui, ça marche pas. Mais ça prendrait un cadre Ça plus prendrait un clair, cadre là. plus contraignant. Permettrait, je présume, plus d'harmonisation entre les différentes provinces ou Mais territoires. tu sais, je pense qu'on a fait assez confiance au monde du sport. Puis je fais pas une attaque. Je veux pas que ce soit pris comme une attaque frontale, mais on a fait assez confiance au monde du sport pour s'organiser. Aujourd'hui, ça marche pas. Mhm. Donc, je pense qu'il faut harmoniser les règles, avoir un cadre de gouvernance conforme aux standards mondiaux, aux meilleurs standards mondiaux. On est capable de le faire. Si le Comité olympique canadien était capable de le faire, pourquoi est-ce que nos autres fédérations sont pas capables de le faire? Et ça, c'est pas compliqué. Des Ça prend choses juste de comme la quoi, volonté. là, un registre des délinquants, Ah des ben, trucs de. justement, registre des délinquants. Le Guardian, 7 novembre. Soccer Canada a un entraîneur suspendu pour, je pense, 22 ans. 22 ans de suspension. Et vous lisez le Guardian, bah, je ne sais plus dans quelle province il était suspendu. Il est allé entraîner dans la province d'à côté. 22 ans de suspension. C'est pas gratuit, 22 ans de suspension, là. Il en avait fait des choses. Je pense qu'il avait frappé des athlètes et un arbitre. Là, je ne le sais plus, là, mais je sais plus. Il faudrait que je retrouve l'histoire. Mais comment ça est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un registre national des sanctions?
on l'a en dopage. Dire si demain on a quelqu'un qui ici décide de frapper ou je sais pas, de tenter de corrompre un arbitre, demain, et s'il est basé à Gatineau, il peut aller à Ottawa puis s'enregistrer dans la. Ce genre de registre-là, je présume, c'est de juridiction fédérale. Ça pourrait. Non, C'est non, pas compliqué. nécessairement. Puis, mais juste avant de passer à cette question-là, je veux Rebondir, oui. rebondir sur ce qu'il disait, puis saluer Eric Mars du Comité olympique qui est avec nous parce que c'est vrai que le Comité olympique, on est chanceux au Canada parce qu'on a un comité olympique qui a vraiment pris la balle au bon, puis que ça fait longtemps qu'il travaille sur un code de gouvernance, puis sur des pratiques pour inclure davantage les athlètes, la représentation, etc., etc., et qui offre beaucoup d'aide et d'encadrement pour les fédérations pour arriver à s'adapter. Le code de gouvernance doit être obligatoire pour recevoir du financement public. Pour moi, Ça, c'est un levier possible. je veux dire, le gouvernement fédéral n'a pas d'autorité sur les fédérations sportives. Le lien qui lie les gouvernements avec les fédérations sportives, c'est par le contrat de financement. Mais dans ce contrat-là, on peut mettre toutes sortes de choses et je l'ai fait. Notamment l'obligation d'adhérer à un code de gouvernance, l'obligation d'adhérer à un code de conduite, l'obligation d'adhérer au mécanisme de surveillance indépendant. Et éventuellement, oui, ça prend un registre national, mais pour ça, il va falloir la volonté des provinces qu'il y ait un seul registre et pas un registre par province. Ou un registre par sport. Oui, ou un registre par sport, parce que ça aussi, on le voit. Puis ça, c'est sans parler de l'international, hein, où nos coachs sanctionnés, parfois, s'en vont coacher dans d'autres pays, ou des coachs sanctionnés dans d'autres pays s'en viennent coacher ici. Comme à un moment donné, il faut que ça arrête. Puis pour les athlètes. Et la question du sous-financement, à mon avis, elle est centrale pour, permettre aux athlètes de s'investir davantage dans leur organisation. S'il faut que tu travailles, que tu aies plusieurs jobs ou que tu sois barista en même temps que tu t'entraînes pour te préparer pour les prochains Jeux, peut-être que tu n'auras pas le temps de t'impliquer au sein de ton organisation sportive sur les enjeux de gouvernance et tout. Non seulement ça, mais les athlètes qui doivent payer 30 000 $ pour boucler leur saison, c'est des athlètes qui sont aussi vulnérables. Parce que si tu n'as pas les moyens de payer même pour ton sport, pour pratiquer ton sport dans les plus hauts niveaux, et que tu subis de l'abus ou de la maltraitance ou du harcèlement psychologique ou tout simplement des conflits d'intérêts qui minent ta capacité à poursuivre ta carrière, comment est-ce que tu te défends si tu n'as pas de moyens? Et donc, cette précarité-là place aussi les athlètes en situation de vulnérabilité. Donc, on a des partenaires incroyables au Canada, dont le COC. Les fédérations, il y en a plusieurs qui ont fait des changements. Je ne veux pas lancer la pierre à tout le monde. Hockey Canada a fait une grosse transformation. J'ai perdu le fil. Je ne sais pas si... c'est sûr que tout n'est pas parfait, mais eux-mêmes me racontaient les difficultés. Quand c'est le juge Cromwell qui a pris la tête pendant 1 an de Hockey Canada, mais des difficultés d'effectuer le changement de culture au sein du hockey à travers les fédérations provinciales, à travers les ligues. C'est hyper compliqué, puis ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas amener plus de diversité sur leur comité, leur conseil d'administration, pour justifier qu'ils maintiennent un coach en place, même si... donc, c'est pas évident, mais il faut s'appuyer sur les leaders. Il faut que le leadership parte de plusieurs endroits en même temps. Puis j'espère vraiment qu'on ne manquera pas le rendez-vous du rapport final de la commissaire, parce que ça doit être le point de départ et non pas l'aboutissement. Ça doit être pas tabletté. Là. Il ne faut pas qu'il soit tabletté, mais pour ça, ça prend vraiment une volonté du milieu. Puis comme ancienne politicienne, je vous le dis, s'il n'y a pas de mobilisation, il y a tellement de priorités à l'agenda d'un gouvernement que ça tombe très facilement sur les tablettes et ailleurs. Donc, ça prend une volonté du milieu d'y arriver, puis il faut vraiment que ça se parle, que ça se fasse et qu'il y ait de la mobilisation autour de tout ça, autour du rapport. Je vous lance cette invitation-là, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a une opportunité à saisir. Puis, Pascal, d'ailleurs, je pense que c'est important de le soulever. Là. C'est vrai qu'il y a un momentum, puis il faut en profiter. Puis c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est là à en parler. Là. 10 millions la commission. Hein. Il faut faire on n'a pas investi dans le vent. Là. Non, c'est de l'argent qui a été investi, mais il faut faire honneur à ceux qui nous ont amenés à cette commission-là. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont fait preuve d'énormément de courage pour dénoncer ce qu'ils avaient vécu. Après ça, il a fallu du monde qui se lève avec eux pour mettre en place cette commission-là, pour rendre obligatoire l'adhésion au bureau d'enquête fédéral pour au moins les fédérations sportives nationales. Mais
il faut ensuite, collectivement, comme milieu sportif, qu'on fasse honneur à ces personnes-là. Ils ne peuvent pas avoir parlé, dénoncé, puis être passés à travers toutes sortes de processus d'enquête qui sont toujours très difficiles pour qu'il n'y ait rien qui sorte de tout ça, puis qu'on enterre ça sous le tapis. Pour moi, ça serait injustifiable puis socialement inacceptable. Puis moi, je t'écoute parler, Pascal, puis merci, hein, parce que tu faisais partie de celles qui se sont levées et insufflé ce mouvement-là. Là. Pas seul, évidemment, mais quand même, tu y étais. Mais j'entends aussi toutes sortes de... On dirait qu'on a affaire à une culture qui est très ancrée, enracinée. Dans le rapport, on parle de culture toxique. Le fait que ça soit, moi j'appelle ça de la décentralisation extrême. Là. Hein, chaque petit club a son propre conseil d'administration, donc une source de pouvoir. Puis c'est comme il y a trop d'organisations, le coordonner tout ça, transformer cette culture-là, ça sera pas une mince tâche. Puis, je veux dire, on parle de nos enfants, là, on parle de. euh, Avez-vous des idées comment on pourrait réussir à transformer ça? Y Ouais. a des modèles qui existent ailleurs, peut-être? Première chose, euh, ma fille, qui est actuellement en sport-études, a un coach qui est toxique, clairement toxique, avec des abus verbaux. Verbaux, hein? Checker dans la poubelle. C'est ça, voire mettre. J'ai entendu sur le banc. Si tu étais un adulte, je te mettrais mon poing dans la gueule. C'est dur, hein? On On parle. en a plein d'histoires comme ça. On en a Là. plein d'histoires comme ça. Ouais. Elle n'est pas la plus mal outillée. Je suis sur son dos. La semaine dernière, il la convoque pour lui balancer, parler plein de choses, parce qu'elle s'est plaint, encore une fois, de problèmes avec le coach, elle est allée le voir. Commentaire du coach, j'espère que ça ne me vaudra pas une rencontre avec tes parents. Bah oui, ça y est, valu une rencontre. Mais je parle donc c'est en sport-études à l'école, je parle à l'école, je parle à la fédération. C'est un des coachs les plus prometteurs sur la rive sud. Mais j'en ai rien à faire que ce soit un coach les plus prometteurs, c'est une catastrophe pour nos enfants. Ouais, mais il est bon. Ben non, il n'est pas bon. Excusez-moi, il n'est pas bon. Donc, la toxicité, c'est quoi? C'est des violences, des abus. C'est une culture de la performance à tout prix. C'est de l'impunité. C'est de la discrimination. C'est un système de sport qui n'est pas sécuritaire aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. Il y a des moyens tout simples. Il y a des moyens tout simples. Et vous l'entendez, hein, à mon accent, vous savez d'où je viens, même si j'ai un passeport canadien maintenant, mais avant d'émigrer, je coachais. J'étais coach en soccer. Et quel que soit le niveau, c'était systématique d'avoir une vérification des antécédents criminels. Il y a une dizaine d'années, On n'a pas ça actuellement? on m'a proposé de coacher. Mhm. C'est pas systématique. Mhm. On n'a pas fait de vérification de mes antécédents. Puis et c'est pas systématique encore au niveau pan-canadien. Alors que c'est des gens, vérification des antécédents criminels. Donc on peut avoir des pédophiles, on peut avoir des criminels endurcis qui sont en contact avec nos enfants. Et moi, je comprends pas. Je suis désolé, quand j'en parle, quand on me dit c'est pas possible, je dis pourquoi c'est pas possible? Oui, l'information, la vie privée, je suis désolé, mais l'information, la vie privée, sur l'intérêt global, là, ça marche pas, là, sur l'intérêt collectif. Il y a eu des choses intéressantes. Dans la presse cet été, on lisait que une équipe de soccer de jeunes, je pense que c'était des U13, avait été exclue d'un tournoi de soccer à la suite de comportements de parents agressifs. Ben, je trouve ça courageux de la part des organisateurs, mais ça devrait être systématique. Ça devrait être systématique. Et oui, il y a de l'espoir, il y a des choses qui sont faites ailleurs. En tout cas, au Canada, cette prise de conscience, on l'a. On l'a fait. C'est pas parfait. On a le commissaire à l'intégrité dans le sport. On a le protecteur ici de l'intégrité dans le sport et des loisirs au Canada. Au Québec. Au Québec. Je comprends. Au Québec. Ce que j'entends, c'est qu'on est pas mal des pionniers. Mais ça reste compliqué. Moi, je m'en sors parce que je suis un expert du milieu. Mais si on consulte des parents ou des jeunes, combien d'enfants connaissent? Est-ce que les mécanismes de plainte sont réellement accessibles aux jeunes, sont réellement accessibles aux athlètes? C'est une véritable jungle quand on cherche à comprendre ce qu'il y a sur le net. Il n'y a pas de guichet unique. Tu sais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un guichet unique qui répartit les plaintes? Puis ici au Québec, on est bien lotis. Il y a plein de. Je pense, Pascal, tu me rejoins, 2 provinces qui ont une sorte de commissaire ou de protecteur de Pour les l'intégrité. 13 provinces et territoires, seulement Une 2. catastrophe. Pascal? Ouais, le reste, souvent, puis c'était le cas avant aussi à l'échelle fédérale, avant qu'il y ait ce bureau-là qui soit créé, mais quand il y avait des plaintes qui étaient formulées à l'endroit d'une fédération, c'était la fédération elle-même qui engageait une firme pour faire enquête, qui recevait le rapport, qui le divulguait ou pas.
et qui prenaient action ou pas suite au rapport. Fait que, tu sais, ça manquait beaucoup de transparence et d'intégrité. Puis ça, c'était une des plaintes qu'on entendait des athlètes. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que le sport, c'est juste le fun. C'est le fun et ça doit être le fun, mais c'est pas juste le fun. Je veux dire, ça veut dire que, par exemple, quand tu envoies ton enfant en CPE, les éducatrices ont des formations. Il y a des vérifications qui sont faites. Quand tu envoies ton enfant à l'école secondaire, au cégep, à l'université, les gens qui les enseignent ont des formations en pédagogie. Je veux dire, ils ont des formations qui est plus que juste la technique. Ils n'enseignent pas juste des mathématiques, ils enseignent une façon de vivre, ils enseignent la civilité, ils enseignent toutes sortes de choses. Les coachs ont longtemps été considérés comme étant juste des modèles techniques ou des gens qui sont là pour on les évalue sur leur victoire ou défaite. Mais même encore les PNCE, les référentiels des PNCE, ça n'inclut pas assez de formation en pédago, en édi, en diversité, en empathie. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, puis je faisais de la natation de compétition. Vers l'âge de 14-15 ans, je devais m'entraîner du 20 heures par semaine, 20-25 heures par semaine. Fait que c'est pas vrai que c'est juste un loisir, qu'on est là juste pour le fun. On est là souvent autant, plus on monte, on est là autant qu'à l'école ou que sur un lieu de travail. Donc, il faut mieux équiper puis prendre ça au sérieux. Et ça, je pense que c'est un changement de philosophie qui doit s'appliquer de façon globale. Oui, on va encore avoir des bénévoles, puis c'est important. Ça prend l'implication des parents, ça prend toutes sortes de choses. On ne remplacera pas du jour au lendemain, surtout avec les moyens qu'on a, on ne remplacera pas du jour au lendemain tous les bénévoles par des gens payés. Sauf que la base doit être là quand même. Et l'encadrement qui vient avec. Fait que dans les solutions, on peut s'inspirer. Il y a plein de modèles desquels on peut s'inspirer. Le monde du travail en est un. Où l'employeur a l'obligation d'assurer un lieu de travail qui est sain et exempt de harcèlement. Pourquoi on n'a pas ce même genre de modèle-là dans le sport, avec la vraie représentation des athlètes, puis avec des moyens administratifs? Oui, le commissaire à l'intégrité, c'en est un, mais avec des vrais moyens administratifs d'avoir des recours. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple sur lequel on peut s'appuyer, parce que changer la culture, ça va passer aussi beaucoup par l'éducation, puis l'accessibilité à cette éducation-là, pas juste au niveau du HEC, mais aussi au niveau des arénas puis des gymnases. Puis ça, là-dessus, on peut s'inspirer de la pédiatrie sociale au Québec, où on apprend des enfants très jeunes dans des milieux défavorisés, c'est quoi leurs droits. Quand leurs besoins de base ne sont pas comblés, vers qui ils peuvent se tourner. Il devrait y avoir ces mêmes principes-là qui sont affichés dans les gymnases, dans les arénas, où les enfants peuvent très facilement comprendre si je vis une situation dans laquelle je ne suis pas à l'aise, vers qui je peux me tourner, puis que ce soit clairement identifié et que dès le début où on inscrit notre enfant, ces enseignements-là sont faits. Parce que les gens, c'est pas vrai que quand tu rentres dans un gymnase ou un aréna, que tu as moins que 18 ans, que tu n'as plus de droits. Au contraire. Donc, je pense qu'il y a des façons de s'inspirer puis d'appliquer des modèles qui existent, qui fonctionnent très bien et qui peuvent très bien fonctionner dans le monde du sport aussi. Puis il y a des gens qui sont de très bonne volonté. La plupart des gens qui sont impliqués dans le sport, il ne faut pas l'oublier, c'est des gens qui sont de très bonne volonté, qui sont compétents, qui donnent du temps. Mais tu évoquais, Pascal, l'éducation, mais rien nous empêcherait de mettre en place des formations obligatoires pour tous les entraîneurs au niveau provincial et fédéral sur le leadership bienveillant. On a un expert juste ici avec nous, justement. D'ailleurs, je vais me promettre une plug. Hein? Nous avons un micro-programme HEC pour les coachs où c'est le cœur de la formation du leadership bienveillant. Il vous reste 5 jours pour vous inscrire. C'était pas prévu du tout. Non. En plus. Mais tu sais, pour que tous les administrateurs de clubs ou de fédérations et les entraîneurs aient des formations en résolution de conflits, en médiation, tu sais, c'est pas compliqué, en gestion de groupe. On a quand même une absence d'imputabilité qui est quand même problématique des organisations et des personnes. En fait, quand il y a eu la crise COVID, moi, je remercie la crise COVID pour le sport. Je sais que c'est les premiers qui ont été coupés, les derniers à être revenus. Mais nous, on a fait une enquête au pôle, puis ça nous a permis une prise de conscience collective qu'on avait un déficit de compétences en gestion. Et on a fait une étude, 97% des répondants de notre enquête disaient souffrir d'un manque de connaissances et de compétences. Et là, ce que j'entends, c'est que ça ne se fera pas gratuitement par des bénévolats dans des structures hyper décentralisées avec des sources de pouvoir. On va avoir besoin aussi d'outiller ces personnes-là pour faire grandir le milieu. Mais il faut comprendre que les cas de maltraitance qu'on a, au-delà de l'action qui est problématique, là,
ou de l'événement ou des événements, c'est un problème de gestion qu'on a. Mhm. L'histoire de Hockey Canada de 2018, c'est un problème de gestion qu'on a. C'est une organisation qui a des problèmes récurrents de culture dans son sport, qui, au lieu d'avoir écouté les signaux d'alarme, les autres procès qu'il y a eu, les rapports d'experts, etc., qui disaient qu'il y avait une problématique au niveau de la culture toxique du sport, qu'au lieu de travailler sur cette culture-là en amont, ont préféré gérer le risque et créer un fonds pour dédommager les victimes ou les plaignants, tout en signant des ententes de confidentialité pour s'assurer que les histoires ne sortaient pas. Donc, on protège l'organisation d'abord et avant tout, au lieu d'accepter de se regarder en face. Et c'est ça le courage. Quand je dis qu'il faut rencontrer le courage des athlètes avec du courage des organisations, c'est de se regarder en face, d'avoir le courage de dire on doit changer des choses dans nos façons de faire. Et il y a un livre, moi aussi je vais faire ma plug, il y a un livre qui est sorti de Rick Westhead, le journaliste de TSN, qui a sorti l'histoire. Dans laquelle tu signes la préface, je crois. Hein? C'est ça, je signe la préface et je n'ai aucun droit d'auteur, fait que je ne fais pas d'argent si vous achetez le livre, mais je vous invite à le lire parce que c'est de cette culture-là dont on parle, des coachs qui ferment les yeux, une culture qui est entretenue dans les vestiaires, sur laquelle vraiment il n'y a aucun travail qui est fait. Il faut avoir le courage d'aller plus loin. Parce que des cas de harcèlement, je faisais une référence tantôt par rapport au monde du travail, qu'il y a tout un encadrement législatif et réglementaire autour du monde du travail pour réagir dans les cas de harcèlement ou de maltraitance. Mais dans le monde du sport, non seulement ça n'existe pas présentement, mais en plus, les organisations elles-mêmes ne savent pas comment traiter ou ne gèrent pas ces cas-là, ce qui fait en sorte que ça devient ultra empoisonné parce qu'ils ne savent pas comment gérer des cas. Donc, c'est moins sexy de dire qu'il faut changer la culture que de dire qu'il faut des modèles de gestion exemplaires, puis des pratiques de gestion exemplaires, puis des modèles de gouvernance exemplaires dans les organisations, parce que c'est comme ça qu'on arrive à gérer les cas problématiques et à protéger les Je athlètes. trouve ça intéressant. Moi, je ne suis pas un expert sur la transformation de culture organisationnelle, mais j'ai des collègues qui le sont. Mais quand je leur parle, ils me disent toujours la même chose ou à peu près. Ça prend du temps à changer une culture. On parle de 7, 8, 10 ans pour commencer à avoir un effet réel. Et la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on veut transformer une culture, il faut traduire ça en comportement. Et puis c'est exactement ce que tu décris, c'est dire, c'est pas tout de réprimer, mais encore faut-il savoir exactement c'est quoi la bonne culture qu'on voudrait avoir. Puis est-ce qu'on en a des modèles qui peuvent nous inspirer, qui pourraient nous dire, il me semble que ce serait une bonne manière de commencer, là, tu sais, de dire, ben voici ce qu'on rêve d'avoir comme système sportif canadien. Ou... Il y a des modèles à l'étranger qui ont réussi du moins à répondre à certaines questions, je pense en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Pays-Bas, où on a mis en place des structures qui mettent en place un continuum de développement de l'athlète, donc de la base jusqu'à l'élite. Et aujourd'hui, la fragmentation au Canada, c'est un problème. Cette fragmentation entre les diverses strates là, du club, de la fédération provinciale à la fédération nationale, voire au comité olympique national. Puis ces grandes entités, elles ont pas qu'une responsabilité de ce continuum de développement, elles ont aussi tout ce qui est sport sécuritaire à administrer, dopage, etc. Donc, avoir une sorte de guichet unique. Je pense que le système sportif a des problèmes, il est malade, mais il y a aussi des vecteurs d'espoir. Mais tu sais, je dirais aussi, on parle du système, on parle des coachs, mais il faut aussi autonomiser nos athlètes. Mm-hmm. Et ça, c'est un peu pour moi encore une zone grise. Là. On a troisième autoréclame, excusez, mais on a un collègue à l'Université de Sherbrooke qui mène une étude et qui interviewe les athlètes de niveau universitaire sur tout ce qui est maltraitance, etc. On essaie de comprendre quels sont les freins au fait qu'ils se saisissent ou qu'ils se plaignent. Bon, il y a des freins de connaissance, mais le plus gros frein qui vient dans près de 9 cas sur 10, c'est la crainte d'être benché si je fais une plainte. Mm-hmm. La peur d'être réprimandé. La peur d'être réprimandé. Ça, on voit ça partout. La peur, on dirait qu'elle est partout dans le Tu sais, il y a comme un climat de terreur en disant mon coach me maltraite, un de mes camarades, un de mes coéquipiers me maltraite. Si je me plains, je vais être mis de côté. C'est pas normal. Pascal? Ben, le sport, en fait, c'est des relations de pouvoir. Le coach ou la fédération a un pouvoir immense sur les athlètes.
Et c'est pour ça que sans représentation puis sans mécanisme pour vraiment veiller à la protection des athlètes, c'est facile de tomber dans des relations d'abus, dans des Comme pas relations de de pouvoir. contre-pouvoir légitime pour défendre les athlètes. Mais prenez juste le cas de Geneviève Janson. Ouais, c'est un bel exemple. Où, là, je veux dire, donc, c'est vraiment, c'est des relations de pouvoir très souvent, puis il faut en prendre conscience, il faut appeler ça comme ça. Ça existe dans le monde de la culture. Je viens du secteur des médias et de la culture. Le mouvement MeToo, c'est pas pour rien que c'est parti un peu de là. Mais et le mouvement du sport aujourd'hui, c'est un peu de ça dont on discute, c'est des relations de pouvoir. Et quand il y a des relations de pouvoir, ça prend des mécanismes pour rétablir l'équilibre des forces puis s'assurer que les athlètes, qu'on brise la peur, qu'on brise la culture du silence puis qu'on donne des mécanismes et des recours. Je vais lancer un pavé dans la mort parce que il y a un momentum à saisir avec, par exemple, le rapport sur l'avenir du sport, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des forces très fortes qui rament à contre-courant présentement pour rendre le sport encore plus malsain pour des raisons économiques, capitalistes et vraiment malveillantes. Pensons aux Enhanced Games, où là, on va encourager le doping des athlètes et où, veut pas, il y a tellement d'argent qui est en jeu dans... On a commencé en parlant du basket, de la FIFA. Il y a tellement d'argent qui est en jeu qu'il y a des intérêts très puissants qui veulent qu'il n'y ait pas d'imputabilité ou que les gouvernements ne se mêlent pas de ce qui se passe dans le monde du sport. On a oublié c'était quoi le sport amateur un peu. Donc, je pense que si on s'appuie sur des valeurs et des principes comme protéger nos enfants, on a une chance d'être capable de faire cheminer les choses. Mais il faut être conscient qu'on fait face à quand même des vents de face qui sont importants. Ce qui se passe à l'échelle géopolitique, ça affecte ce qui se passe au niveau du sport. La manière dont Donald Trump veut influencer la façon dont les Jeux olympiques à Los Angeles vont être une vitrine pour sa toute-puissance. On a déjà vu ça dans le passé. Donc, il faut prendre conscience de ça. Et je crois que le Canada a une opportunité de prendre le leadership et de faire face à ces vents-là, à ces vents contraires, comme on l'a fait dans le dopage. Et c'est peut-être temps aujourd'hui de regarder aussi à l'international si ça prend quelque chose sur les enjeux de maltraitance, sur les enjeux d'abus, parce que les cas de doping en Russie ou en Chine, c'est de l'abus et de la maltraitance envers les athlètes, c'est de s'en servir comme objet de politique. Il faut penser que la politique fait partie du sport, puis arrêter. Puis là, je pense au CIO, entre autres, de faire semblant que la politique n'existe pas dans le monde du sport, puis que les Jeux olympiques se déroulent à l'extérieur de ce qui se passe sur la scène politique. C'est pas vrai. Donc, il y a un rôle que le Canada peut jouer à ce niveau-là. Je sais que le COC, puis d'ailleurs, pendant les derniers Jeux olympiques à Pékin, c'était pas les derniers, c'était les avant-derniers, mais le comité paralympique a joué un gros rôle là, avec, c'était le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, on a des instances canadiennes qui sont très fortes à l'échelle internationale. On doit s'en servir pour amener ce momentum-là plus loin parce que même si nous, on veut enrayer la maltraitance et les abus chez nous, si ça continue à l'échelle internationale, on n'évolue pas dans un vase clos. Pour rebondir sur ce que disait Pascal et que je rejoins complètement, en matière de dopage, on a réussi à s'en sortir, ou du moins à adopter des règles jusqu'au niveau local, parce que le monde du sport s'est entendu au niveau international avec le CIO, mais on a aussi les gouvernements qui sont entendus en ratifiant la Convention internationale contre le dopage dans le sport. 191 États partis. Et je sais que Pascal, quand tu étais ministre, tu avais discuté avec certains de tes homologues pour lancer un projet de convention internationale contre la maltraitance dans le sport, etc. Et je pense qu'on est mûr pour ça. Et le Canada, on pourrait jouer le Canada a un rôle à jouer. aussi. Si le Canada veut imposer son leadership positif, même si au début, il n'y a que 15 ou 20 États, mais si nous, en tant que gouvernement du Canada, et que le Canada s'engage et ratifie un traité, là, après, ça va être beaucoup plus facile de tout faire percoler au niveau provincial et au niveau municipal, parce qu'on va avoir un engagement international. L'autre chose que je voudrais mentionner, l'autre chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est notre programme de financement du sport et notamment des organismes nationaux de sport avec à nous le podium. Tant et autant qu'on financera sur la base du résultat et que ce sera la variable d'ajustement principale du financement du sport, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour un sport plus responsable parce qu'on a des athlètes qui vont dire je vais compétitionner blessé.
parce que j'ai besoin de fric. Il y a des fédérations sportives qui vont chercher le maximum de résultats parce que sur un cycle olympique ou sur un cycle mondial, s'ils n'ont pas de résultats, ils perdent de l'argent. Et c'est vrai. Il faut donner de la prévisibilité à nos fédérations sportives. Et aujourd'hui, elles n'en ont pas assez. Et comment se calcule cette prévisibilité? Il y a différents modèles dans le financement du sport, et c'est des modèles mixtes. Et je comprends, pareil, je reste un peu interloqué qu'au Canada, on n'en parle pas peu, du moins. C'est des modèles où on va financer une fédération non seulement par la participation de masse, mais aussi en prenant en compte ses résultats. Ce qui fait que lorsqu'il y a une baisse, lorsqu'il y a moins de résultats, bah, on a quand même un pourcentage non négligeable du financement qui est maintenu parce qu'on a toujours des licenciés, des athlètes qui sont enregistrés dans les clubs en hockey, par exemple. Et puis, ben, on sait aussi que quand on a des résultats, ben, il y a des hausses aussi sur le nombre de participants. Et ça permettrait aussi de changer la philosophie, de dire il faut aussi que on regarde un peu la masse parce que c'est important pour Oui, nous. parce que les modes de financement, inévitablement, ils ont un impact sur cette culture de performance à tout prix. Puis il y a toutes sortes de dérives à cause de cette culture de performance à tout prix. Ben, je trouve ça intéressant qu'est-ce qu'il dit aussi parce que si on regarde la masse et pas juste les résultats, ça touche aussi à la structure du sport. Mhm. Et ça, je pense que c'est peut-être la voie qu'on va pouvoir arriver à consolider un petit peu le monde du sport parce que sincèrement, la multiplication des structures est invivable. Mhm. Ça fait en sorte que les ressources sont diluées partout, que c'est mal géré, qu'on a peu d'imputabilité, etc., etc. Donc, il va falloir à un moment donné, je pense, diminuer le nombre d'organisations officielles qui existent. Et Se faut pas, regarder dans le miroir et dire, ouais, peut-être que. puis il ne faut pas oublier aussi que des fois, là, on pense. Des fois, il y a des raisons aussi pour lesquelles les structures se multiplient. Quand tu sens, là, puis bon, le Canada est de plus en plus un pays multiculturel, le Québec aussi, mais quand tu sens qu'il n'y a pas d'inclusion là, dans les organisations sportives actuelles, quand tu sens que le sport n'est pas accessible, là, puis que tu n'as pas de place, mais que tu as envie de jouer au hockey ou que tu as envie de pratiquer un sport, ça se peut qu'il y ait une structure parallèle qui naisse avec du monde parallèle qui naisse parce qu'ils ne se sentent pas inclus dans la structure existante. Fait que ça l'implique aussi aux structures existantes de se remettre en question puis de faire la place aux nouvelles personnes. Tu sais, 27 ans sur un conseil d'administration, ça n'a pas d'allure. Sincèrement, ça n'a aucun bon sens. Puis quand le reste des gens avec qui tu sièges sur ce comité de ce conseil d'administration-là, c'est aussi en haut de 10 ans, je veux dire, quelle place tu fait au nouveau, là? Puis à la relève, puis à la diversité, puis à l'inclusion. Puis donc, c'est ça. Je pense que si on regarde au niveau qui pratique réellement quel sport, il y a peut-être des sports qu'à un moment donné, on va dire, ben, on n'est pas capable de tout soutenir de la même façon, puis on va faire des choix parce que ça aide à la santé, parce que ça aide à l'activité physique, parce que la masse en bénéficie, pas juste l'élite, etc., etc. Puis non, ça ne fait pas juste nous rapporter des médailles d'or, ça fait aussi diminuer les coûts de santé. Puis ça fait en sorte que les gens vivent plus actifs avec moins de problèmes de santé mentale, de santé physique, avec des communautés qui sont mieux connectées, qui font des choses ensemble au lieu d'être sur leur cellulaire. Je veux dire, il y a tellement de raisons. Une super identité nationale forte. Puis, Exact. je vois qu'il est 13h05, on a déjà débordé un peu. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'on a un défi colossal à relever, mais je vois qu'il y a quand même des pistes d'espoir dans lesquelles on pourrait probablement créer notre modèle canadien qui pourrait inspirer le reste du monde. C'est ce que j'entends. Il y a des acteurs très volontaires qui souhaitent ça. Je les connais. Vous les connaissez aussi. Il y a des poches de résistance, mais je pense que quand on a les valeurs, quand on a euh, la, pas la vérité, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais quand on a les bonnes intentions de faire les choses, on est capable de rallier. Et je compte vraiment sur ces acteurs-là pour rallier l'ensemble de la communauté sportive et mettre la pression sur tous les ministres des sports dans les provinces, dans les territoires, au niveau fédéral aussi, d'être à la table et de mettre certains enjeux politiques de côté pour qu'on réussisse à faire quelque chose de bien pour les enfants, pour la population générale, pour la santé. On peut y arriver, mais écoutez, la tâche est colossale. Je veux pas, je On ne raconterai pas. minimisera pas, mais Non, c'est une c'est tâche qui est possible. colossale, mais c'est possible parce que je pense il ne faut pas attendre, qu'est-ce que tu disais. Je veux dire, il y en a déjà eu des cas dramatiques. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a de besoin de plus, mais il ne faut pas attendre que ce soit pire. Il faut agir maintenant. Sur ces paroles, merci beaucoup, Pascal. Merci, David. Merci à Merci, tous. Eric. J'espère que ça a été utile. Je fais le mot de la fin, Geneviève. Parfait.
Est-ce qu'il y avait des biscuits, des cafés de l'autre côté? Bon, ben, on a un rendez-vous de l'autre côté. On n'avait pas prévu de période de questions. Nos invités et moi sommes disponibles si vous voulez poursuivre la discussion. Je crois que l'autre côté, on a du café. Merci beaucoup d'être venus en très grand nombre. C'est toujours un plaisir de vous accueillir chez nous. Et je pense qu'on a collectivement un beau projet, un beau défi à relever, hein? Merci. Au revoir.